et à tous dans ce direct live consacré à, pour paraphraser Laurent, comment réussir ou rater sa reprise et aux changements structurels à venir. Je tiens particulièrement pour leur réactivité, pour leur disponibilité à remercier nos deux intervenants. Donc Laurent Chouin, Chief People, Education and Culture chez Mazars, et Patrick Benamar, VP L&D chez Renault. J'ai également le plaisir de vous présenter nos deux animateurs. Alors, Charles-Henri Bessert-Desor, qui a un tout petit souci de connexion et qui va nous rejoindre dans quelques minutes, que je ne présente plus, et Dominique Tissier, professeur associé à l'EDEC et ancien directeur développement RH du groupe Michelin. Place au partage d'expériences. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent direct live. Merci Sophie, bonjour à toutes et tous. Grand plaisir de vous retrouver pour ce direct. Démarrer avec Laurent Chouin. Laurent Chouin, deux questions mêlées, mais vous avez la capacité de répondre à beaucoup plus. La première, vous aimez dire qu'il y a le now, le near et le far. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quel a été le now pour Mazars? Et puis peut-être en complétant votre présentation, vous aimez à dire que vous êtes chef de village. Alors dites-nous tout. Alors en très peu de mots, le now, le near et le far, d'ailleurs je dois rendre à César ce qui lui appartient, c'est la société Steelcase qui est un de nos partenaires de longue date, en particulier sur nos actions d'éducation et d'executive education. Qui a très bien formulé les choses en disant qu'il y aura trois périodes très différentes dans cette crise. La période à court terme, donc le now, c'est-à-dire finalement là l'été. Le near, c'est ce qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année. Et puis le far, c'est ce qu'il y aura après la réinvention. Et l'idée, c'est que moi je pense que ce ne sera pas forcément des périodes totalement convergentes dans ce qu'on doit faire. Alors en deux mots, Mazars, c'est simple. Nous, on est en crise ou en gestion de crise dans tous les cas depuis 4 mois. Il se trouve que notre principal bureau en Chine est à Wuhan, donc pas de chance. Notre principal bureau en Italie est à Milan. Donc en fait, on a finalement démarré la crise il y a pas mal de temps. Mais ça a un avantage, c'est que ça nous a donné un benchmark. Donc si je vous résume comment nous on a vécu ça chez Mazars, ça a été de respecter 4 phases. La première, ça a toujours été de protéger nos équipes. Alors tout le monde dit ça, mais nous on a un KPI qui est intéressant. Sur 25 000 personnes dans le monde, on a eu un seul cas d'hospitalisation sévère, alors que la plupart du temps on était vraiment au cœur de l'épidémie. Donc ça a été plutôt un beau succès, mais encore faut-il maintenant qu'on le répète au moment du déconfinement. La deuxième phase, c'est celle qui consiste à s'assurer très vite qu'on peut être en continuité du business. Donc dans notre cas, on est passé presque partout dans le monde d'ailleurs, en mode de travail à distance très rapidement, mais nos métiers le permettent. On est dans des métiers des métiers intellectuels, donc évidemment c'est sans doute plus facile pour nous. La caractéristique étant qu'en plus, en France, on avait une chance majeure, c'est que les grèves de décembre nous avaient entraînés à travailler à distance. Donc, comme quoi, parfois, les grèves, ça a du bon. La troisième phase, c'est celle qui nécessitait de réfléchir à nos positions de cash et faire en sorte que l'entreprise ne soit pas en train de faire des belles annonces et venir dans la durée. Donc, on a très vite sécurisé la position de cash, d'autant qu'on a une particularité chez Mazars. Nous sommes dans notre profession le seul groupe mondial intégré, c'est-à-dire qu'il y a un seul et même Mazars partout, là où nos grands confrères sont des réseaux indépendants. Ce qui fait que nous, dans notre cas, ça signifie qu'il y a une solidarité entre les pays et donc si jamais un pays venait à souffrir économiquement plus qu'un autre, alors l'ensemble du groupe se mettrait à sa disposition pour le sauver et pour lui permettre de passer ce cap. La dernière étape, bien sûr, celle que vous imaginez, c'est celle qu'on va vivre, nous, en France, à partir du 11 mai, mais qu'on vit, par exemple, en Chine depuis le 13 février. Donc, on a aussi une certaine expérience et un certain recul là-dessus. C'est la reprise, c'est de repartir et finalement, alors, il y a un mot en anglais qui est vraiment pas le bon mot, ils appellent ça work resumption, c'est-à-dire retourner au travail. Mais on n'a jamais arrêté de travailler. Donc, en fait, pour nous, c'est plutôt une logique de réouvrir des bureaux et bien évidemment, on le fera pas comme si de rien n'était. Et on sera dans un mode qui restera et probablement durablement dans un mode de travail à distance, même si progressivement on va faire du blended, comme on dit en learning, entre du travail à distance et du travail réel. Donc c'est ça l'expérience de Mazars. Alors par rapport à ça, pour faire court, pourquoi oui chef de village plus que jamais, même si le Clubman en ce moment doit souffrir, je suppose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans des univers, vous savez, j'étais avant des RH dans la banque, c'est pas des univers qui sont glamour par principe. Donc j'ai toujours choisi de bosser dans des univers qui n'étaient pas forcément glamour, mais du coup, où le job des RH, c'est de rendre ça un peu glamour, pour faire simple. Donc voilà, donc tant qu'à faire, autant se voir comme quelqu'un dont la mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait à la fois du fun et puis que les gens accroissent un peu leur estime d'eux-mêmes. Si on réussit ça, déjà, on a fait une partie du boulot, non ?
Très bien. Bonjour à tous. Vous m'entendez là correctement? Mais parfaitement, Charles-Henri. Bon, alors je suis désolé, j'ai eu un petit problème de connexion, sérieux, mais on arrive à résoudre les problèmes. Ça, c'est le problème du télétravail. Je ne sais pas si, Laurent, tu as ce type d'expérience, mais je voudrais quand même te poser une question, Laurent. Dans ton parcours, évidemment, on n'a pas fait, j'imagine, tout à l'heure la présentation. Tu t'es décrit comme le chef de village. Est-ce que le fait d'avoir passé plus de 15 ans dans une école, dans une école de commerce, et puis avoir d'autres activités à côté, est-ce que ça a été important pour rendre ce job de DRH glamour, et en particulier aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Alors déjà, j'ai passé plus de temps parce qu'en plus, j'y ai fait des études à un moment, donc qui étaient loin d'être brillantes, donc j'étais qualifié au péno, mais ils m'ont quand même gardé après, enfin plus tard. D'abord, alors j'ai jamais été que prof, c'est-à-dire que oui, j'ai toujours eu plusieurs métiers. D'ailleurs, ça correspond, je crois, à ce qui est une évolution qui aurait eu lieu indépendamment du Covid, mais qui va être accentuée, je pense, par le Covid. C'est que je crois qu'on va vers un monde de slashers. Je crois pas que l'emploi en CDI à 100% pour une seule boîte, ce soit l'avenir. Là, on a donné goût à des gens, parfois en les mettant en activité partielle, à peut-être faire d'autres choses, avoir du temps pour faire autre chose. Et je pense que ça va être, par exemple, dans l'avenir des RH, un sujet majeur. Donc, j'ai jamais été que dans une école. Par contre, je suis toujours resté un étudiant permanent, si tu veux. D'ailleurs, tu vois, j'ai continué après à faire des bêtises dans le monde universitaire. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je suis toujours prof. En l'occurrence au CIFOP et à Paris 2. Donc, oui. J'ai toujours gardé ce mélange des genres, si tu veux, entre le monde pragmatique au professionnel, dont j'ai toujours été DRH finalement ou dirigeant de boîte. Mais par contre, j'ai toujours cherché à garder ce lien avec la conceptualisation de la pratique. Ouais. Alors, vas-y. Peut-être une question par rapport à Mazars. Demain, on voit bien que vont se redéfinir des nouveaux rapports entre le à distance et le en présence. Quelle est la vision de Mazars? Quelle est la vôtre, Laurent, sur réussir les deux, sachant que le à distance, 40% des gens, d'après les études, sont-elles fiables? Mais 40% des gens seraient quand même un peu en difficulté, notamment ceux qu'on imagine avec plein de bambins géniaux, mais quand même un peu bruyants autour d'eux. Oui, ou à l'inverse tout seul. C'est quoi le nouvel équilibre réussi et pérenne dans ce domaine? Pour poursuivre ma réponse aussi du coup à Charles-Henri, tout en répondant à votre question, Dominique. Alors nous, chez Mazars, on a une règle, c'est qu'on ne se fie pas à des études génériques. On aime bien faire notre recherche nous-mêmes sur nos propres équipes. Donc en fait, on est en permanence en sondage des équipes, en investigation, et il se trouve que nos recherches nous montrent deux choses. Si vous prenez l'ensemble des pays de Mazars, sauf pour un pays, on a noté que le passage en travail à temps partiel avait augmenté la productivité. Alors, il faut faire attention parce que, comme on essaie de faire de la vraie recherche aussi, on questionne nos propres résultats. Et bien évidemment, on est allé voir ce que ça veut dire. D'abord, est-ce que c'est durable? Possiblement pas. Il y a un premier effet, c'est que tout le monde trouve ça tout nouveau, tout beau. Et puis finalement, vous voyez, il y a plein de dirigeants qui se sont mis à Teams. Nous-mêmes, on est sur Teams, sur Zoom, enfin, on peut faire des cours là-dessus. Il y a un côté tout nouveau, tout beau. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que dans une période de tension sur l'emploi, vous avez des gens qui ont eu peur pour leur boulot et qui ont dit il faut que je montre que même si je suis chez moi, je bosse quand même. J'ai pas envie de passer un temps partiel, j'ai pas envie de me trouver au chômage, en activité partielle. Et donc, on a eu un surinvestissement sans doute. Hein, le côté insecure overachiever, pour le dire avec un concept. Et puis le troisième élément, il faut pas oublier une chose, c'est que dans cette phase de confinement, qui est aussi tout à fait nouvelle, le travail a été un moyen d'isolement par rapport justement à des familles qui pouvaient être parfois trop bruyantes, qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir tout le temps, etc. Il y a eu une pub de DHL qui m'a beaucoup frappé, qui disait, en cette période, nous, chez DHL, vous avez le droit, c'est-à-dire si vos enfants crient, vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous devez arrêter une réunion et vous barrer pour aller vous occuper d'un de vos anciens, surtout allez-y. C'est intéressant parce que c'était super idéologiquement connoté, ça paraissait très sympa, mais en fait, ça envoyait un message qui était de dire la famille avant tout. Je peux vous dire qu'il y a plein de gens aujourd'hui en confinement qui disent mais plus jamais. Moi, j'ai un partenaire qui récemment a craqué totalement en public, on était entre partenaires, mais qui a dit mais plus jamais le travail à distance. Je veux plus travailler chez moi. Et au passage, ça m'amène, mais ça on en parlera plus tard, à distinguer, enfin, ce que j'ai appelé les deux corps du partenaire, en référence aux deux corps du roi, à distinguer le moment qu'il peut y avoir entre nos réactions à nous. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi étudier. Comment on l'a vécu, nous, en tant qu'humains, si vous voulez, le partenaire mortel. Et puis, comment, à l'inverse aussi, il faut incarner la fonction managériale et tout. Mais enfin, ça fait partie de notre discussion. Alors, Laurent, une question par rapport aux étapes que tu as décrites.
Il y a l'enjeu, évidemment, de la proportion de collaborateurs qui vont être de retour, de ceux qui vont rester en temps partiel. Est-ce qu'il y aura encore… vous avez eu du chômage partiel ou pas? Alors, assez peu pour 2 raisons. Nous, on a 5 lignes de métier. 2 sur 5 ont vraiment souffert de la crise. Et pour faire très court, le conseil, les activités de conseil ont beaucoup souffert de la crise. Donc, nous, on peut dire, marginalement, on a utilisé ces formules-là. Par contre, là où elles étaient possibles, on l'a fait pour ne pas avoir à prendre d'autres types de mesures qui nous semblaient plus dommageables à long terme. Donc, il y a certains pays de Mazars où on a utilisé effectivement les mesures. Alors, ça prend d'autres noms. Dans les pays anglo-saxons, ça s'appelle furloughing, surtout en Angleterre. Ça peut s'appeler Kurzarbeit en Allemagne. Enfin, il y a plein de formules comme ça. Mais on a eu recours, disons, modestement à certaines mesures d'aide par l'État. Mais la question, comment on fait pour garder la cohésion sociale entre des groupes qui peuvent se sentir inéquitablement traités? Tu vois ce que je veux dire? Alors d'abord, est-ce qu'il faut traiter équitablement? C'est une question de RH, ça. Et en particulier, moi, il m'est arrivé quelque chose d'important, c'est que dans cette crise, il y a eu, disons, 3 documents clés qu'il a fallu produire très vite. Le premier, c'était comment travailler à distance. Parce que faut imaginer que nous, ça fait 70 ans qu'on vit une croissance à 2 chiffres. Personne n'est câblé pour vivre ce qu'on vit là. Donc, il y avait un problème, c'est que des gens pas câblés, le danger, surtout les opérationnels dans un groupe décentralisé comme le nôtre, même s'il est intégré, c'est qu'ils prennent tout de suite direction black or white. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils se disent soit on touche à rien, soit on vire des gens. Et bien sûr, non. Alors, déjà, dans un premier temps, il fallait leur apprendre à travailler à distance. Donc, on a très, très vite produit ça. Le deuxième document, beaucoup plus important, c'était sur ce qu'on a appelé workforce management. C'est-à-dire qu'on a très, très vite, alors, avec la difficulté qu'en plus d'un pays à l'autre, les législations changent, on n'a pas les mêmes leviers, mais on a très, très vite sorti la gamme des 16 mesures possibles dans le workforce management qui nous permettait de dire au pays, attendez, réfléchissez à comment vous allez adresser les mesures concernant le staff. Et en particulier, je dois dire, le patron de l'Angleterre, par exemple, a reçu ce document alors qu'il était dans le meeting en train de prendre des décisions. Il m'a dit, si on n'avait pas ton document, on prenait des décisions complètement différentes. Donc, il y a eu cet effet de course contre la montre. Et entre autres, une des questions que je leur posais, c'était de dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez privilégier totalement une approche fairness, c'est-à-dire on prend des mesures qui touchent tout le monde indépendamment de tout critère. Ou est-ce que vous souhaitez sortir de cette crise avec une qualité de staff meilleure qu'en y entrant, ce qui était ajouté une contrainte à une situation difficile. Et ça, c'est une question à poser. J'apporte pas de réponse parce que j'ai des réponses pour Mazars, mais chacun a des réponses pour soi. Mais une des questions à se poser, c'est de se dire, est-ce que, en gros, on sulfate tout le monde de la même manière, ou est-ce que j'adresse le fait que, au contraire, je veux distinguer des gens, je veux garder des gens, je veux, au contraire, peut-être ne pas continuer. Enfin, il peut y avoir plein de questions, mais c'est une première distinction qu'il faut avoir. Est-ce qu'on veut être dans une sorte de fairness absolue, c'est-à-dire en disant, tant pis, à l'aveugle, je prends des mesures, ou est-ce qu'au contraire, on a fait un acte RH de dire, ben non, je continue de qualifier mes équipes. D'accord. Nous avons un petit sondage en ligne, donc moi j'invite tous les participants à ce Direct Live à répondre à ce sondage. Les points clés que nous avons développés dans le sondage, c'est quelles sont les pratiques qui vont devoir être développées dans l'après-confinement. Donc là, j'aimerais bien vous poser la question, Laurent, par rapport à ça. Pour Mazars, il y a 2 populations chez Mazars. Il y a une population d'audit, peut-être un peu plus sédentaire, une population de consultants qui bougent beaucoup plus, qui est plus souvent chez les clients. Allez-vous évoluer sur un certain nombre de pratiques suite à tout ce qui vient de se passer et faire plus de télétravail, un management un petit peu différent, une collaboration différente? Qu'est-ce qui va se passer pour vous et qu'allez-vous pousser? Alors, j'allais dire, on a attribué à Churchill une phrase qui ne devait pas être de lui, mais peu importe, qui disait « faut jamais gâcher une bonne crise ». Là, en l'occurrence, si vous voulez, le truc, c'est que chez Mazars, il se trouve qu'indépendamment de la crise, 2020, c'est une année d'élection. Vous savez, nous, nos dirigeants sont élus. Donc, en fait, et tous les 4 ans. Donc, il se trouve que 2020 est une année d'élection. Donc, on a commencé une revue stratégique. On commence toujours l'année qui précède un peu. Donc, on avait le Covid-19 et puis on avait la revue stratégique 19-20 qui, en fait, se sont retrouvés à se mêler. Alors, au passage, c'est une chance. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos amis, nos confrères, nos clients sont pas forcément dans une démarche de revue stratégique. Ils vont vous dire on l'est de manière permanente, mais la réalité, c'est qu'ils sont pas forcément à un moment clé de réflexion sur leur avenir. Nous, il se trouve que c'est le cas. Et entre autres, moi, j'anime un courant de réflexion là-dedans sur People and Culture qui a une conséquence importante.
c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, on avait pris des options différentes. Et là qu'on va renforcer. Je vous en donne une, par exemple. Nous, on pense qu'il vaut mieux d'une façon générale et indépendamment de la crise. Donc la crise renforce ça, mais travailler chez soi et venir au bureau pour apprendre. Donc ça veut dire que on en a parlé un peu, mais pour nous, demain, les bureaux, ça doit être des campus. C'est-à-dire que ça doit être des endroits où notre écosystème se retrouve, à la fois l'écosystème interne, notre écosystème plus large, où on fait venir des gens, où on fait des confs, on fait ce qu'on est en train de faire là peut-être. Bref, ça doit être des lieux ouverts où la vocation doit être d'apprendre, pas de travailler, pas de produire. Ça, on peut le faire n'importe où. Accessoirement, d'ailleurs, les auditeurs sont souvent plus chez les clients d'ailleurs qu'au bureau aussi. On a de toute façon une population très très jeune, 28 ans de moyenne d'âge, super éduqués, donc ils sont très habitués à l'usage de ces outils. Et quand ils ne sont pas, ils apprennent immédiatement. Donc, si vous voulez, on est de toute façon face à une population qui nous disait mais soyez smart, arrêtez de nous faire venir à la tour pour faire des heures, quoi. Donc, et donnez-nous les moyens. Si on veut bosser à minuit, de bosser à minuit. Vous voyez, quand on a lancé la déconnexion, tout le monde a dit vous vous foutez de notre gueule. Si on veut pas se déconnecter, on veut se connecter quand on veut. Et donc, en fait, de toute façon, nous, ça correspond à une aspiration qu'on a mesurée. J'insiste sur ce que je dis, c'est pour Mazars. C'est-à-dire, encore une fois, moi, je suis pas le spécialiste de la génération Y ou Z, mais je suis le super spécialiste de la génération Y chez Mazars et de la génération Z chez Mazars. Alors, juste une information pour tous les auditeurs, ça commence à bouger. Vous pouvez nous poser des questions. Quand tu dis auditeur, tu peux préciser participants, participants. Et les questions. Alors, il y a l'onglet questions ou le chat. Alors, je vois, te concernant, et on va après passer à Patrick, une question de Sébastien nous dit « Nous sommes le 1er janvier 2022, en reparlant de la crise du Covid, que diriez-vous des principaux changements opérés sur le plan des managements des entreprises internationales ?» Ça te va comme question? Oui, bien sûr. Bien sûr. En 2022. Toujours pareil. Alors, je suis désolé, Sébastien, je vais forcément faire une réponse, encore une fois, qui est que Mazars. Moi, j'ai ce côté prédiction, vous avez vu certains grands confrères très respectables ont sorti des rapports, vous les lisez, vous avez envie de vous suicider, ça c'est n'importe quoi. Il y a 2 rapports que je vous conseille d'ailleurs au passage dans cette crise. Korn Ferry a sorti un document exceptionnel sur la façon de gérer la crise. Ouais. Et puis 2, vous avez un très bon document de Steelcase dont je vous parlais sur justement la réinvention de la suite. Mais moi, je suis pas trop dans la boule de cristal, si vous voulez. Par contre, j'ai une réponse à ça. Parce que de toute façon, on doit avoir une réponse à ça, on doit se projeter. Et nous, en l'occurrence, on l'a pas fait 2022, on l'a fait 2024. Mais pour simplifier, bien évidemment, on sera dans un monde qui aura quand même vécu ça. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on sera dans les 30 glorieuses comme après la Deuxième Guerre mondiale, sauf qu'on sera au début des 30 glorieuses. Donc, il y aura encore un sentiment très fort de comment c'était la guerre, quoi, pour le dire comme ça. Donc, il y aura des réflexes, il y aura probablement des tectoniques un peu particulières qui seront produites. Du point de vue du management, je vois 2 choses peut-être un peu nouvelles. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que la norme ne sera plus d'avoir qu'un seul boulot. Et accessoirement, il y en aura un autre, c'est que certains de ces métiers, comme les nôtres qui sont pas super glamour, vont redevenir un peu bankable parce que de facto, on va assurer une forme de sécurité qui sera peut-être devenue un élément important. Par ailleurs, il y a autre chose. Du point de vue managérial, moi, je crois qu'on va vers la polyvalence. C'est-à-dire, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, on a des auditeurs et on a des consultants. Aujourd'hui, un consultant ne devient pas auditeur et un auditeur ne devient pas consultant, ou très, très peu. Moi, je crois que ce qu'on va devoir assurer, c'est la capacité, non pas seulement de la mobilité géographique, mais de la mobilité professionnelle beaucoup plus qu'on l'a fait. Et donc, aller vers moins d'expertise et de spécialisation, ou plutôt en avoir. Mais vous voyez, par exemple, un des plans que je vais lancer sans doute chez Mazars, c'est que si quelqu'un rentre pour faire de l'audit, alors, dans les 3 premières années, il apprendra aussi un métier qu'il n'est pas du tout venu chercher en venant chez Mazars. Parce qu'il faut ce multiskilling. Vous voyez, on m'a beaucoup parlé de upskilling et reskilling. Là, en l'occurrence, moi, je pense que le reskilling, c'est le multiskilling. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment penser à la capacité des gens à changer de métier. Et aujourd'hui, j'aurais eu vachement intérêt à pouvoir bouger les gens plutôt que de les laisser certains dans le chômage partiel, alors que peut-être ils auraient pu aider des équipes d'audit ou des choses comme ça. Donc, c'est ça l'idée. Merci beaucoup, Laurent. Patrick Benamar. Patrick, vous êtes vice-président Learning et Développement du groupe Renault. Vous avez une carrière chez Lyonnaise des Eaux, Siemens, Valeo. Vous êtes un industriel. Nul n'est parfait, n'est-ce pas? Et vous êtes aussi très international. Il vous arrive même d'intervenir sur comment développer le LED en Chine, etc. Du point de vue de Renault, vous êtes un des collaborateurs majeurs de la collaboration et du Renault Way, mais aussi vous avez développé le digital learning de manière internationale très large. Donc, vous êtes connecté avec beaucoup de choses qui se passent dans le groupe.
Comment avez-vous vécu cette crise chez Renault? Que s'est-il passé? Arrêt d'usine, etc. Ce sera ma première question. Quelle a été l'intensité du choc pour un grand industriel international? Merci Dominique. Tout d'abord, je pense que la crise, comment on l'a vécue au niveau de l'entreprise, elle a été très brutale, mais en même temps très progressive, puisque ayant des activités en Chine et en Corée, Renault a été, comme d'autres entreprises, et comme le disait Laurent tout à l'heure, impacté par la crise sanitaire, en particulier parce que Wuhan, c'est la ville de l'automobile. Donc, dès qu'il se passe quelque chose à Wuhan, le monde automobile le ressent, c'est le détroit de l'automobile, comme le disent souvent les collègues chinois. Et en même temps, quand vous connaissez Wuhan et que vous voyez que la ville est vide, c'est assez impressionnant parce que c'est quand même une ville de 11 millions d'habitants. Et donc, pour avoir passé beaucoup de temps à Wuhan, le fait de voir cette ville vide, ça a été une prise de conscience que l'importance et l'urgence de la crise allait être significative. Alors, là, je dirais que la force de l'automobile, c'est d'être assez habitué aux crises et aux crises de façon répétitive. On a une grosse crise tous les 10 ans. Donc, la dernière datait d'il y a à peu près 10 ans, quasiment jour pour jour. Donc, on est toujours prêt et finalement, on apprend de ces crises pour pouvoir se mobiliser et être capable de passer dans un autre mode de fonctionnement très rapidement. Donc, l'impact a été fort, d'abord en Asie, puis progressivement dans le reste du monde, sachant qu'aujourd'hui, c'est l'Amérique du Sud qui est, je pense, aujourd'hui très, très frappée par cette crise et la situation au Brésil est très, très préoccupante. On s'est très vite arrêté finalement l'activité. On s'est très bien exploité et les collaborateurs sont souvent préparés à pouvoir basculer sur un autre mode de fonctionnement avec du télétravail généralisé et puis aussi des mécanismes de travail en équipe à distance qui sont rodés puisqu'on a l'habitude de travailler au quotidien à distance avec des équipes qui sont réparties sur le monde entier. Et pour nous, pour la fonction learning, ce qui a été important, c'était de pouvoir proposer très rapidement, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, des formations et des accompagnements pour aider à travailler en équipe, travailler à distance et travailler dans des conditions sécuritaires et une connectivité qui était bonne. Donc, on avait, dès le mercredi suivant le confinement, sur notre plateforme de learning, des contenus qui étaient disponibles avec des parcours qui étaient disponibles pour tous les collaborateurs en accès à distance. Et si on revient sur la situation aujourd'hui et sur la difficulté de vivre finalement une crise avec autant d'intensité, c'est que le redémarrage est toujours beaucoup plus compliqué que l'arrêt, puisque redémarrer une usine, redémarrer un site sur lequel on accueille des milliers de personnes, c'est toujours plus compliqué, ça prend du temps. Et autant on peut arrêter les activités pratiquement en une semaine, autant les redémarrer prend plusieurs mois. Donc on est dans cette phase aujourd'hui de redémarrage progressif. Par contre, dans les nouvelles positives, c'est que nos activités en Corée ont redémarré sans aucune difficulté. On n'a toujours aucun cas de Covid dans notre entité au Corée et que les ventes repartent et que les clients reviennent nous voir avec aujourd'hui un bon succès sur les modèles qui ont été lancés juste avant la crise. Aujourd'hui même, sous l'impulsion de Xavier Chéreau notamment, Peugeot vient d'indiquer qu'il allait généraliser le travail à distance pour les forces commerciales et tout le tertiaire finalement. Ils ont indiqué aussi qu'ils s'étaient passés pendant la crise de 18 000 à 38 000 personnes travaillant à distance. Comment vous réagissez en tant que Renault? Est-ce que vous allez aussi signer un accord, préparer un accord en tout cas au début, pour généraliser le travail à distance? Et par ailleurs, je sais que vous avez fait évoluer vos locaux, nous en avons parlé en préparatoire. Quel va être votre équilibre entre le travail à distance, plus ou moins généralisé, et des locaux adaptés à la nouvelle donne, notamment la donne collaborative qui est très forte chez vous? Alors, je pense que Renault était un des précurseurs sur la généralisation du télétravail depuis 10 ans. Donc, l'avantage, c'est que finalement, ces pratiques avaient été travaillées, préparées, encadrées par des discussions avec les partenaires sociaux depuis plusieurs années. Donc, le télétravail était devenu finalement un fonctionnement quotidien. Si je prends mon équipe, tout le monde travaille en télétravail dans l'équipe. Donc, c'est une réalité du quotidien qui s'est mise en œuvre avec des solutions techniques, le travail des équipes informatiques derrière pour assurer une qualité de connexion qui est bonne, un équipement qui est de bonne qualité. Et ça a été d'ailleurs salué lors de notre dernière étude d'engagement des collaborateurs qui vient de sortir il y a quelques jours, qui a été faite pendant la période de crise sanitaire, bien évidemment, et qui a montré que finalement, les gens arrivent à travailler à distance dans de bonnes conditions.
Ce que vous disiez par contre, Dominique, qui est plus une évolution sur les lieux de travail, c'est plus lié à finalement à l'agilisation de nos équipes et à l'introduction de plateaux agiles dans un certain nombre d'activités de Renault, qui nous a conduit depuis déjà plusieurs mois à repenser les espaces de travail progressivement. Donc, d'abord, pour permettre aux équipes agiles de pouvoir travailler ensemble dans de bonnes conditions, donc avec un espace qui est beaucoup plus modulaire, et puis aussi pour permettre d'accueillir dans d'autres conditions nos collaborateurs sur des grands sites comme le Technocentre, hein, qui est en travaux depuis maintenant plusieurs mois et qui va l'être pendant plusieurs années, pour apporter aux collaborateurs des espaces de travail qui sont très différents de ceux qu'on a connus par le passé, et où on s'était rendu compte que quelque part, c'était aussi un frein à la collaboration. Si on voulait que les équipes travaillent beaucoup plus ensemble, il faut beaucoup plus d'espace de partage, de créativité, et on avait déjà des expériences très réussies sur ces sujets-là avec les InnoLab. Et je retiens aussi ce que disait tout à l'heure Laurent, les gens viennent au bureau pour partager et pour apprendre. Donc, ils viennent aussi pour être créatifs ensemble. Et nos espaces de travail doivent permettre à terme d'être beaucoup plus centrés sur cette capacité à faire de l'idéation, que ce soit en physique ou en distanciel, de façon beaucoup plus simple. Donc, nous, on avait beaucoup investi, par exemple, sur l'utilisation des outils collaboratifs à distance. On avait une grosse campagne de déploiement de Teams qui avait été lancée depuis le début de l'année, avec des animations qui avaient été réalisées sur les sites. Je pense qu'aujourd'hui, ça nous a beaucoup aidé, puisqu'on se rend compte que les outils collaboratifs permettent aussi de développer l'intelligence collective à distance et en même temps d'être beaucoup plus inclusif, parce qu'on peut associer beaucoup plus des gens qui sont sur d'autres fuseaux horaires ou dans d'autres géographies à ces travaux, alors que l'espace physique, par contre, limitait parfois le champ des personnes invitées à ces ateliers de créativité. D'accord. Patrick, vous m'entendez? Tu m'entends? Oui. Oui. J'aurais un peu la même question que j'ai posée tout à l'heure à Laurent sur les différences de situation. Parce qu'évidemment, dans une activité très industrielle comme Renault, on est obligé d'être sur place pour fabriquer, je suppose. On ne fabrique pas encore à distance depuis chez soi. Donc, il va y avoir nécessairement, et c'est un peu l'exemple que soulignait tout à l'heure Dominique, des populations qui vont rester quand même dans ces situations à la fois de télétravail et peut-être de façon pérenne, d'autres qui seront physiquement. Comment on fait pour essayer de trouver un équilibre, de garder le lien social? C'était la question que je posais tout à l'heure à Laurent. Tu vois, je veux dire, dans une entreprise, une activité beaucoup plus industrielle, évidemment. Alors, dans une activité industrielle, on est très interdépendants les uns des autres. C'est-à-dire que ce que fait l'ingénierie a des effets directs sur ce que fait l'ingénierie process, et derrière, tout ce que l'ingénierie process fait a des conséquences sur l'industriel, et derrière, l'industriel remonte des choses. Donc, ça favorise beaucoup plus la logique collaborative pour prendre en compte finalement les besoins des uns et des autres, et donc de partager beaucoup plus sur ces sujets-là de façon très transparente. Renault a mis par exemple à disposition, si vous avez envie d'aller le regarder, il y a une vidéo qui a été faite sur les mesures qui ont été prises pour la réouverture du site de Flins, qui est une vidéo assez pédagogique qui montre ce qui a été fait par exemple sur la redélimitation des espaces de travail industriels, sur comment on organise les salles de formation, les espaces de détente, les espaces de restauration dans un centre industriel dans lequel on a effectivement des gens qui, à terme, vont se croiser et avoir à réaliser des activités productives. Les gens ne reviennent pas sur un site productif sans avoir le sentiment d'être en sécurité et d'être en confiance. Et je pense que ce sont les deux mots-clés qui vont sortir de cette crise. Comment on fait travailler les gens dans un cadre sécurité qui est un cadre compris et accepté par tous, et le cadre de sécurité n'est pas le même dans un site industriel que dans un bureau, et d'où notre attention très forte sur ce qui se passe dans les sites industriels, puisqu'il y a finalement plus de risques sur certains sites industriels par nature, et en même temps, comment on peut rassurer les gens et engager le management pour qu'il y ait un sentiment de confiance, pour libérer la parole, le fameux parler vrai du Renault Way, qui permet pour les gens de s'exprimer quand ils disent il y a quelque chose qui ne va pas et j'ai besoin d'en parler parce que ça peut nuire alors à mon équilibre psychologique, ça peut nuire à ma productivité, ça peut nuire à mon sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va certainement beaucoup progresser dans les années à venir, parce qu'on voit bien que tous les grands industriels font des choses exceptionnelles dans le domaine pour que les sites de production redeviennent aussi des espaces beaucoup plus attractifs et attrayants. Et ça permet aussi de faire voir ce qui se passe dans ces sites à l'extérieur, contrairement à l'image un peu négative qu'on peut en avoir assez souvent quand on n'y met pas les pieds. Merci beaucoup, Patrick, pour cette réhabilitation de l'industrie. Je crois qu'on en a besoin et que la France en a besoin. J'aimerais juste vous interpeller. Je pense qu'il faut que nous soyons conscients tous les quatre que nous ne sommes pas là pour construire
la cathédrale d'un monde idéal comme le palais du facteur cheval. Il y a quand même plein de difficultés dans tout ça. Hein. Le télétravail, c'est bien, mais ça fait souffrir certains. Donc, quel va être le rôle des managers pour accompagner ça? Comment on peut les aider? Nos pratiques RH vont-elles être impactées? Certains se disent l'évaluation tous les ans, c'est plus bon. Il faut évaluer en continu. Donc, pour vous, Renaud, quels sont les impacts que vous attendez ou que vous voulez provoquer sur à la fois les pratiques RH et le management? Je pense que les pratiques RH vont suivre, je dirais, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que d'un côté, on va être beaucoup plus flexible et beaucoup plus adaptable. Donc, ce que tu disais, par exemple, sur la gestion de la performance, la fixation d'objectifs va être beaucoup plus fluide, elle va pouvoir être ajustée tout au long de l'année et du coup, les évaluations aussi vont pouvoir se faire tout au long de l'année. Et je pense que ça, c'est aussi une dimension importante. Et je pense qu'on va aussi plus se focaliser sur le comment et pas simplement sur le quoi. Et je pense que ça répond en même temps à ce que tu disais sur les pratiques managériales. Si on souhaite que les équipes managériales aient un climat de confiance et une relation avec leur équipe qui soit plus proche, il faut aussi que le comment soit pris en compte de façon différente et peut-être moins égalitaire. C'est-à-dire qu'on aura des gens qui seront plus à l'aise avec certains modes d'organisation et qui seront peut-être plus productifs, mais en même temps, on a besoin d'entendre que certaines personnes qui seront peut-être moins productives auront des contributions qui sont essentielles et que du coup, c'est peut-être un deal à faire entre productivité, efficacité et compétences et partage de compétences. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir des gens qui sont plus polyvalents, plus adaptables, plus capables de s'adapter à l'environnement qu'on va trouver et à une évolution de la demande, puisque les clients vont aussi changer leur demande. Et pour ça, on a besoin d'être beaucoup plus à l'écoute de la façon dont on peut monter les collaborateurs en compétences, les accompagner dans des mobilités professionnelles. Et je rejoins ce que disait Laurent là-dessus, ça remet vraiment au cœur de la politique RH la mobilité professionnelle, le soutien qu'on peut apporter et la façon dont on identifie les compétences critiques qui sont indispensables pour le fonctionnement, les compétences essentielles pour accompagner le développement de l'activité et comment on arrive à tirer le meilleur parti de toutes les compétences qu'on a dans l'entreprise. Ça veut dire peut-être aussi s'affranchir de certaines barrières hiérarchiques qui existaient dans le passé et être dans des équipes projets beaucoup plus ouvertes et collaboratives qui ne sont pas forcément dans les canons de l'organisation traditionnelle du travail qu'on connaît en France. Je pense qu'il faudrait qu'on donne la parole à Sophie pour les questions. Il y a énormément de questions. Plein de questions nous proposent un doute raisonnable et certainement très utile. Sophie. Alors, une question de Jean. La crise impose de profonds changements que vous avez énumérés, comme la collaboration à distance, multi-skills, l'agilité, qui donne beaucoup plus d'autonomie aux collaborateurs. Comment voyez-vous l'impact à terme sur la productivité des entreprises? Il va falloir accompagner ce changement au niveau de chaque individu. Alors, je prends la question sur la productivité, mais Patrick, il faudra que tu complètes sans doute avec une vision plus décalée, parce que Mazars, encore une fois, nous, on est sur une population très particulière. Mais ma réponse, c'est la suivante. Il y a déjà plus de 40 ans, Peter Drucker avait écrit un livre intéressant sur son analyse de l'évolution de la société et du travail, en disant qu'on venait au départ d'une société qui travaillait sur sur l'individu, si vous voulez, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, on assistait à la multiplication des organisations, des grandes entreprises, etc. Et en 60 ans, le management moderne a permis de multiplier par à peu près 50 la productivité dans le monde, et c'est la productivité de travailleurs manuels et d'employés de bureau. Le problème, nous disait-il, c'est que l'avenir sera fait d'un autre type de gens, de plus en plus, qui sont ce qu'on appelle les travailleurs du savoir, knowledge workers. Et donc, autant on a su inventer des modèles pour augmenter considérablement la productivité des travailleurs manuels et des travailleurs en entreprise, d'organisation, si vous voulez, autant la productivité d'un travailleur du savoir, c'est compliqué parce que ça se passe dans son cerveau, c'est pas les mêmes mécanismes, et donc on n'est plus sur des logiques de contrôle. On doit être dans des logiques d'activation cognitive qui sont pas du tout les mêmes, et donc en réalité, on est à l'aube, sans doute. Et si vous regardez, je vous invite à regarder une très très belle conf, ne serait-ce que pour la forme, de Gary Hamel, qui a fait un truc sur le management 3.0. Alors la presse est totalement magnétisante, tellement c'est bien foutu, mais surtout le fond du message est intéressant puisqu'il reprend l'argument de Drucker et il dit, en réalité, on est à l'aube d'une nouvelle réflexion managériale sur comment on gère la productivité de travailleurs du savoir.
Alors pour ça, bien évidemment, les méthodes d'avant ont peu de chances de fonctionner sur ce genre de population. Et justement, donc on est en train de prototyper les uns les autres ce qu'on pourrait appeler justement ces nouveaux modes de management, mais qui sont très corrélés à la notion de productivité de travailleurs du savoir, me semble-t-il. Donc nous, évidemment, c'est parfait. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai choisi de venir chez Mazars, hein, objectivement, il y a 10 ans, étant un druckérien convaincu. Et je me suis dit, tiens, là j'ai un terrain de jeu qui est le bon. Avant que Patrick intervienne, je voudrais juste venir sur un résultat de sondage. Quand on a posé la question sur quelles sont les pratiques justement collaboratives qu'a évoqué Patrick et que tu viens d'évoquer, qui vont perdurer, évidemment, les réunions virtuelles, c'est 92%. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, que le partage sur le réseau social d'entreprise et le partage sur des réseaux publics vont perdurer d'une certaine façon. Alors, évidemment, à un taux beaucoup moins important. Il y a les risques peut-être de confidentialité sur WhatsApp, hein, puisqu'on sait très bien que beaucoup de collaborateurs, surtout des jeunes, échangent par WhatsApp. Par contre, les sessions de co-développement sont un peu moins. Et puis alors, le design thinking, là, on oublie. Donc, je ne sais pas comment vous réagissez. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez, là, le résultat de ce sondage? Oui, mais le design thinking, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est pas une action, c'est une méthode. Oui, c'est une méthode. Donc là, en fait, c'est un peu l'intrus dans le sondage. Le design thinking est de toute façon en plein progrès partout. C'est une approche. C'est comme Scrum. C'est comme. En fait, on est, je pense, là plus. Moi, je crois que ça va beaucoup se développer, cette logique de design, parce que justement, si on parle de travailleurs du savoir, le cœur de tout ça, c'est ce qu'on appelle la classe créative. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas le temps d'en parler. Mais me semble-t-il, c'est le jeu fondamental. Et donc, ça, c'est très associé à cette notion de classe créative. D'accord. Donc, ce sera plus important que ça n'est dit là. Alors, Patrick, par rapport à la question qui avait été posée. Je pense que sur la productivité, on va avoir des questions qui vont se poser, qui vont être des questions beaucoup plus radicales que ce qu'on a eu comme question jusqu'à présent. L'industrie automobile est une industrie dans laquelle on a l'habitude de faire des gains de productivité réguliers pour pouvoir sans arrêt finalement apporter plus de valeur aux clients avec un prix qui reste relativement stable. Je pense qu'on va avoir des grandes ruptures puisqu'en fait les attentes des clients vont être très différentes et avec probablement une segmentation des clients qui va aussi beaucoup changer. Donc ça veut dire que la mesure même de la productivité, elle va devoir changer. Et en particulier, je pense qu'il y a deux éléments pour moi qui sont importants dans la mesure de la productivité. Il y a la productivité directe, c'est-à-dire comment finalement on contribue de façon globale à la satisfaction du client et à son engagement dans la relation avec la marque. Et ça, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est très mal mesuré, mais qu'on va pouvoir peut-être mieux mesurer maintenant, y compris avec toutes les contributions des différents éléments de l'entreprise. Et puis le deuxième sujet pour moi qui est important, c'est un peu ce que disait Laurent, c'est-à-dire comment on va intellectuellement contribuer au capital humain de l'entreprise et finalement à son savoir-faire. Et là, je pense qu'on va être très surpris parce que finalement, on va voir que le co-développement, l'investissement en formation, le transfert des connaissances, le partage des savoirs va probablement reprendre de la valeur dans nos organisations et va être un levier de création de valeur beaucoup plus intensif. Parce que ça permettra justement une plus grande adaptabilité, une flexibilité, une réactivité des entreprises, parce que ce n'est pas la première crise sanitaire qu'on va avoir et ce n'est pas la dernière. Donc, il faut aussi que les entreprises intègrent le fonctionnement qu'on a vécu dans leur mode de fonctionnement plus récurrent. Sophie, je crois qu'il y a beaucoup de questions RH. Oui, tout à fait. Beaucoup de questions sur l'évolution de la fonction RH. Quel va être l'impact de la crise actuelle sur les stratégies RH à moyen et long terme? Et quels seront vos grands sujets une fois que la crise sera derrière vous? Derrière nous. Difficile. Patrick, comme on a un temps limité sur une question comme ça, tu peux commencer. D'accord. Bon, alors je commence et je donne la parole. Donc, grand changement RH. Je pense que c'est le grand retour des RH impliqués dans les questions de sécurité et de qualité de vie au travail. Je pense que c'est vraiment le grand retour pour nous et je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'on va remettre une dimension humaine beaucoup plus au centre de l'entreprise, parce que si les gens ne sont pas en sécurité, si l'environnement de travail n'est pas qualitatif, on n'arrivera pas à garder l'engagement dans la durée. Et après, pour moi, le deuxième sujet, c'est vraiment l'approche compétence qu'il va falloir retravailler, et il va falloir la travailler en mode collaboratif, avec les métiers, avec les pays, avec les géographies, pour s'assurer qu'on arrive à donner justement une vision beaucoup plus claire de la façon dont on accompagne la montée en compétences dans l'entreprise et comment on la supporte et comment ça influence finalement la gestion des talents. Laurent ?
Oui, donc comme j'ai pas ajouté sur le fond là-dessus, je vais juste faire une remarque peut-être un peu, justement, m'interdisant le prophétisme, là je veux sortir un peu de mon rôle, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la fonction RH aujourd'hui qui auront envie d'y venir, et je pense qu'il y a énormément de gens qui sont dans la fonction RH qui auront envie de plus y être après cette crise. Ben, c'est la mobilité que tu évoquais tout à l'heure. D'une certaine façon. Hein, c'est le multiskilling. Mais je pense qu'il y a, si je me permets une remarque de Café du Commerce, mais les crises comme ça, le phénomène, la mécanique psychologique, c'est la génération de l'angoisse. Or, les gens ont des manières de répondre à l'angoisse qui sont très, très inégales. Et par contre, une grande partie des gens ont besoin d'avoir de la colère et de commenter. Et en réalité, par rapport à ça, il y a très peu de gens qui, eux, par contre, sont en situation de décision et de prise de décision et d'action, qui, eux, ont une pression folle, qui peut d'ailleurs parfois dépigmenter la peau, manifestement, et donc, qui, eux, aujourd'hui, n'ont pas de temps à ça, se trouvent d'ailleurs plutôt pollués par ce genre de choses, mais là, le niveau de surmonter ça est compliqué. Donc, à mon avis, on va avoir plein de gens, et alors, il se trouve qu'en RH, on est dans toutes les cellules de crise, voire on les dirige, il y aura un moment là non pas de burn-out, mais il y a un moment où on va dire, bon voilà, on a passé ça, il faut faire autre chose. Ouais. Que peut faire Jérôme Salomon après avoir géré une crise pareille? Est-ce qu'il va rester tranquillement, pépère? Pour faire court comme ça, Lucky Luke, une fois qu'il a vidé la ville de ses bandits, il ne va pas rester comme shérif dans la ville. C'est un peu lonesome cowboy. C'est un peu ça l'idée. Et là, il y a probablement une très grande différence entre des petites équipes RH pour des petites entités qui sont très englouties dans la sécurité et toutes les questions juridico-légales et les autres. Dans le deuxième sondage que nous avons fait avec vous, il y avait une question parmi les priorités suivantes de sortie de confinement, quelles sont les plus importantes? Vous avez répondu en 1, la continuité de l'activité de l'entreprise, et en 2, la transformation des pratiques managériales. Vient ensuite le télétravail, sécurisation de l'emploi. Transformation des pratiques managériales, on l'a un petit peu évoqué dans nos échanges, mais pas tant que ça. On peut se dire que travailler à distance, c'est peut-être plus de confiance un peu imposée finalement, plus de délégation un peu de fait. Voilà. Quel est votre point de vue là-dessus? Qu'est-ce qui va perdurer? Et est-ce que finalement on aura convaincu des gens qui étaient un peu rétifs à ce management moderne que nous chantons tant depuis plusieurs années sur autonomie, responsabilisation et collaboration? Alors, c'est les moyens qui sont modernes, hein, c'est pas le management qui est moderne. Le management, pour l'instant, il n'a pas changé forcément. Il y a même une remarque très juste de quelqu'un qui dit on peut même renforcer le contrôle à distance. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques managériales en ce moment qui sont plutôt de tracking. Et, bon, donc, c'est deux choses différentes, les outils et la culture de management. C'est pas la même chose. Il y a un point quand même qu'il faut avoir en tête, c'est que les crises sont des révélateurs de leaders ou pas. Quand je dis leader ou pas, c'est-à-dire que nous, par exemple, on est en train de mener un travail assez intéressant parce que pendant les travaux, la vente continue, donc on essaie de repérer nos leaders du futur. Et je peux vous dire que pour 20 à 30%, moi, de mon cheptel de futurs leaders, il y a des gens qui sont révélés, d'autres qui sont sortis de la maille parce qu'on a là, la situation a mis un projecteur sur certaines choses qu'on voyait pas autrement. À l'inverse, il faut faire attention. Je suis d'accord, il y aura d'autres crises, hein, bien sûr, et évidemment, mais la norme n'est pas la crise. C'est-à-dire que la crise, c'est une poussée. N'oubliez pas, là, on a l'impression que c'est très très long parce qu'on est confiné, mais à la fin de l'année, ce sera, disons, du point de vue sanitaire, ça aurait été 2, 3 mois, même peut-être si c'était une demi-année. Donc il y a des choses à côté qui sont, il faut savoir si c'est les bons leaders pendant la crise, qui sont aussi les bons leaders dans l'après-crise. Et Churchill et De Gaulle, me semble-t-il, en 46 et 47, ils faisaient de la peinture et des mots croisés à la Colombée. Hein. Donc il y a un, faut regarder, faut voir. Hein. On va voir. Patrick? Alors, oui. Patrick, oui, pardon. Alors, deux choses. D'abord, je pense que effectivement, les pratiques managériales évoluent aussi parce que le contexte évolue. On est dans des temps contraints, donc on a moins le temps forcément de regarder dans le détail ce que font tous les membres des équipes. Donc ça force de fait le travail à distance à laisser plus de latitude d'action et plus d'initiative.
Donc déjà, quand on est dans temps contraint, comme la plupart d'entre nous, puisqu'on est en activité partielle, ça nous oblige forcément à un courant de délégation. Après, la question, c'est comment on l'encadre et comment ça devient une pratique managériale construite et raisonnée. Et là, il y a énormément de travail d'accompagnement à faire, parce qu'en fait, c'est quelque part un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'évaluation et sur la fixation des objectifs. Il faut être plus dans la pratique du checking régulier et d'entretenir un dialogue avec le collaborateur et avec son équipe, qui est un dialogue construit et qui permet de se nourrir des échanges. C'est complètement contraire au classique command and control qu'on connaît dans certaines organisations depuis des années. Donc, certains managers sont très à l'aise là-dessus et il n'y a aucun problème et ils fonctionnent très bien. D'autres seraient très, très, très compliqués. Donc, je pense que probablement cette crise va plus marquer ceux qui ont des difficultés que ceux qui étaient déjà à l'aise dans ce mode de fonctionnement. Par contre, l'accompagnement de ceux qui sont en difficulté va peut-être être plus possible aujourd'hui parce qu'ils vont se rendre compte que leurs difficultés peuvent créer des vrais problèmes de relation à l'équipe, voire même des envies des gens de quitter l'entreprise, voire même de quitter carrément le monde du travail. Alors Patrick, il y a Laurence quand même qui nous dit une chose très intéressante. Vous préparez tous une sortie du déconfinement sur l'axe humain. Beaucoup de RH que j'ai interviewés me disent qu'ils ne sont pas dans cette réflexion, qu'ils sont dans la gestion des normes de sécurité, un peu comme tu disais à l'instant, là, sur les pas d'anticipation à ce jour, semble-t-il. Comment expliquez-vous cela ? C'est un peu ce que disait Dominique tout à l'heure. Je pense que ça dépend de la façon dont l'équipe RH elle-même. C'est un peu je vais être un peu négatif quand je vais dire ça, mais c'est le test de santé de l'équipe RH quelque part. Si l'équipe RH a déjà réfléchi, travaillé avant, préparé des choses, engagé des discussions et est à l'aise sur ce sujet-là, objectivement, il n'y a pas de grand débat. Nous, on a mis 2 jours à se mettre d'accord sur ce qu'on allait faire. Objectivement, on était prêts dans nos têtes. C'est sûr que quand on n'est pas préparé à ça parce qu'on a plein d'autres sujets, c'est la cerise qui va faire déborder le vase. On est vraiment dans une logique où là, les RH sont mobilisés 24/24, jour et nuit. Et si on n'a pas su se répartir dans l'équipe ses rôles avec quelqu'un qui est vraiment sur ce sujet-là et d'autres qui sont là pour travailler les autres aspects, c'est très, très, très compliqué à vivre. Et je pense que les burn-out vont être nombreux dans la fonction RH. Laurent, tu as une réaction ? Même chose ? Non, c'est ça, oui. Je pensais juste à l'expression de Patrick qui me plaisait bien, la goutte d'eau qui met le feu aux poudres, c'est classique. On est dans un moment où, comme le dit Patrick, on est en mode de pilotage. C'est-à-dire que moi, je pense pas qu'il y ait aujourd'hui des grosses lacunes, qu'il y ait des gens qui pensent pas aux choses alors qu'ils sont en situation, bien sûr, sous la pression, ils ont plus de difficultés à mobiliser peut-être les idées ou autres, mais d'abord, c'est des moments aussi d'échange beaucoup. Vous voyez, nous, par exemple, c'est pas le CEO qui pilote la crise chez nous, on a une équipe de crise dédiée. Et le CEO, on le garde en décision sur les propositions de l'équipe de crise. Avec des mécanismes comme ça, vous avez beaucoup de cordes de rappel qui font que vous ratez peu de choses. Par ailleurs, on est beaucoup à l'écoute. On est extrêmement aujourd'hui à l'écoute et toute bonne idée nous va bien. Donc, fondamentalement, sur le truc, on est très centré sur la sécurité et on pense pas aux gens. Non, pas du tout. C'est vraiment un ensemble et j'allais dire, c'est d'ailleurs même les réflexes des gens. Je vous donne un exemple de ma propre équipe. C'est évident que chez Mazars, on a décidé bien sûr le plus possible de laisser les gens en travail à distance. Ça veut dire quoi? On a par étage à la tour à la Défense, par exemple, des plateaux de 700 mètres carrés. Potentiellement, si on respecte la règle des 2 mètres et des quinconces, on peut mettre jusqu'à entre 50 et 90 personnes par plateau. On a décidé d'en mettre 20. Mais si vous en mettez 20, ça veut dire aussi que vous dites aux gens qui sont confinés depuis 2 mois et qui ont envie de revenir juste pour socialiser, ne venez pas. Restez dehors. Alors ça, c'est pas une réponse satisfaisante. Et du coup, qu'est-ce qu'on commence à discuter? C'est comment on va se retrouver quand même, mais en dehors du bureau. Alors évidemment, tout en respectant bien sûr toutes les normes sociales, etc., etc. Donc, il n'y a pas de pensée sélective en ce moment. Il y a plutôt une pensée holistique. Il y a une pensée qui est assez exhaustive. Après, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne fait pas ou parce qu'on ne choisit pas de prioriser, on n'y a pas pensé. Ça, c'est autre chose. C'est malheureusement l'art de la décision, si je puis dire, avec ses limites. C'est plein, c'est terrifiant. Pardon? Le chat est plein. Oui, voilà, c'est ça. C'est le travail à distance. C'est trop bon. Après, je pense qu'il y a quand même, quand on voit la réaction et la façon dont les sujets ont été traités par la fonction RH en France, on se rend compte quand même qu'on a une fonction RH en France qui est de très bon niveau, à la fois en termes de dialogue social, de mesures prises en matière sécuritaire, de communication, d'organisation du travail, de réflexion.
on a une fonction RH qui est de très très haut niveau en France. Et c'est là quelque part qu'on pourra peut-être remonter sur des sujets plus stratégiques après la crise et avoir une vraie légitimité. La CEO de Renault a commencé sa dernière conférence auprès des collaborateurs en remerciant les équipes RH et les équipes sécurité pour le travail exceptionnel qui avait été réalisé pendant la crise. Bah, je veux dire, rien que ça, quelque part, ça vaut le coup d'avoir mouillé la chemise de façon très profonde pendant des semaines et des semaines. Mais c'est aussi une reconnaissance qui va nous aider à passer les messages sur l'humain au milieu. Le capital humain, c'est important. Et les messages qu'on avait envie de passer qui parfois étaient moins entendus dans un contexte normal d'activité où le profit était parfois plus important que l'humain. Donc ça, je pense que ça va nous aider dans ce sens-là. Et le travail qualitatif qui a été fait a été vraiment remarquable. Et je pense qu'il faudrait qu'on le mette plus en valeur. On est un peu timide en RH sur ce sujet. Et puis, si je peux me permettre d'ajouter un truc dans les conseils, parce que ce que vous avez dit, Patrick, est fondamental, et remercier aussi les équipes IT pour deux raisons. D'abord, là, en ce moment, franchement, ils font un super bon boulot. Et deux jours, c'est des paranoïaques la plupart du temps. Donc, comme disait Woody Allen, même les paranoïaques ont des ennemis. Donc, il faut être capable de traiter ça. Et donc, surtout penser aux équipes IT qui, en ce moment, sont un peu dans le jus, pour le coup. Donc, ça fait partie. Mais je suis tout à fait d'accord. Et accessoirement, on est dans des groupes qui ne vivent pas qu'en France. Donc, là, on a un benchmark qui est mondial. Rassure-toi, les équipes RH sont aussi parano. Sophie, tu avais une question, je crois. Les différentes questions sont très nombreuses, mais il y a un fil rouge qui passe au travers, qui est tout de même l'accompagnement des gens. Comment favoriser l'engagement? Je me sens isolé, etc. Est-ce que là, on n'est pas encore sur une ligne, aider le management de proximité à rester à proximité, même à distance? Alors, je vais faire un petit commentaire et puis après, je passe la parole à Laurent. Je pense que c'est bien le management de proximité, c'est important et c'est là qu'on voit effectivement les gens qui ont la capacité d'être vraiment à l'écoute. Et je pense que l'écoute, c'est le sujet principal de cette crise. Après, nous, on a mis d'autres mécanismes en place d'écoute qui sont aussi par des salariés volontaires, des gens qui se sentent… on a des coachs internes, on a des facilitateurs internes qui se sont mis aussi en disponibilité pour aider les autres à parler des sujets qu'ils n'ont pas forcément envie d'aborder aussi avec leur manager. Donc, je pense que la multiplication des mécanismes d'écoute, ça peut être aussi des plateformes extérieures pour que les gens viennent parler de leurs problèmes, sont importants. Donc, c'est ouvrir la possibilité pour les gens d'exprimer leurs difficultés, qu'elles soient entendues, prises en compte par des personnes qui ne sont pas forcément uniquement le manager. Parce que le manager aussi, au bout d'un moment, il va saturer et c'est lui qui va jeter l'éponge. Médecin du travail associé? Médecins du travail, bien évidemment, qui ont un rôle essentiel. Mais je pense aussi des mécanismes d'écoute. Encore une fois, nous, les coachs internes ont été beaucoup sollicités. Les facilitateurs internes aussi, parce qu'ils ont une capacité d'écoute qu'ils ont développée et qui est là aussi pour prendre les choses et aider les gens à prendre du recul par rapport à ce qu'ils vivent. Il y a des gens qui disent « je suis débordé par mes enfants ». J'ai un collègue qui m'a dit un jour « je suis désolé, j'arrive pas à faire les maths de 5e, c'est un désastre ». Ah oui. Et ça, c'est des difficultés qu'il faut entendre, parce que du coup, il passe toute son après-midi à faire des maths de 5e. Ouais. Alors, il y a une solution LinkedIn Learning au cas où je vois, il y a plein de participants qui travaillent dans des très belles plateformes. Moi, j'ai deux choses à ajouter là-dessus. La première, c'est que tout à l'heure, je vous parlais des deux corps du partenaire en faisant référence aux deux corps du roi. De la même manière, il y a les deux corps du manager. Il y a un élément qui est pas neutre quand même dans cette affaire de management, c'est que ce distinguo, ce poids que vont porter les gens va changer les choses. Et je vois, il y a une remarque de Vincent, mon ami Vincent, qui dit on va passer du business partner au business maker. Tu sais quoi, Vincent? Bye bye business. Il y a deux avions qui s'écrasent dans des tours à New York et les gens continuent de te dire tout est économie. Enfin, on est où, quoi? Je veux dire, de la même manière, le coronavirus montre bien, et même tout le monde dit ah oui, mais ce sera une crise économique beaucoup plus forte que la crise sanitaire, etc., etc. Mais nom de Dieu, le business c'est qu'un terrain de jeu social. Donc, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qu'a dit Patrick tout à l'heure, il y a des gens qui vont vouloir quitter le boulot même demain. Ça va être totalement autre chose. Donc, moi, je pense qu'un des effets très importants, ça va être justement de sortir dans ce côté tout business, qui d'ailleurs, accessoirement, était déjà amorcé. J'ai perdu un ami quelqu'un que je respectais beaucoup dans cette crise, Jean-Philippe Ruggieri, qui était le nouveau CEO de Nexity. Jean-Philippe, il était en train d'essayer de faire que Nexity devienne une mission-led corporation. Vous savez, c'est ce nouveau statut des choses. Ça va accentuer tout ça. C'est-à-dire, tout pour l'actionnaire.
voyez, il y a un très bon, il y a un académique, puisqu'on est un peu académique aussi, hein, Dominique, Charles-Henri. Notre copain Roger Martin, c'est con de s'appeler Roger Martin quand on veut être célèbre, mais bon, c'est comme ça. Roger Martin, c'est le numéro 1 au Thinkers 50 quand même. Et le type, il écrit un article fondamental en 2018 dans la Harvard Business Review qui dit ce qui est allé de pair avec le culte de la valeur pour l'actionnaire, ça a été la recherche permanente de l'efficience, toujours être plus efficient. Les bonnes boîtes, c'est pas des boîtes efficientes, c'est des boîtes résilientes. C'est toute l'histoire de Mazars. C'est tout le sujet de maintenant. Les boîtes efficientes, en ce moment, elles s'en sortent pas mieux que, au contraire, que les boîtes résilientes. Donc, le culte de l'efficience, c'est un conte pour enfants. Et on y a tous cru, on est tous dedans. Le business partner, mais c'est une énorme foutaise. Le RH Business Partner. Et alors, encore plus maintenant. Donc, si tu veux, faut enlever, pardon Vincent, je m'adresse à toi, mais évidemment, c'est global. Mais la notion de business, elle est, mais en ce moment, mais à des années-lumière du sujet. Et vous allez voir l'impact social de ça. Est-ce pour autant, Laurent, que la loi Pacte, la raison d'être et tout ce qu'on est en train de faire par ailleurs pour renforcer finalement le développement durable, ça peut là aussi devenir quelque chose de réel et d'existant, comme on le voit avec... Alors, bon, moi j'ai été surpris, mais je suis moins quelqu'un qui essaie de formuler des opinions que de regarder un peu les choses. La réaction du MEDEF, par exemple, sur faut mettre un frein au... là, je me suis dit, la vache, ça c'est du Holiday on Ice en communication, parce que ça, forcément, ça va revenir d'une manière assez originale. Je pense que, ça va pas détourner totalement le cours d'une réflexion sur comment être justement moins centré sur les théories de Jensen et la valeur pour l'actionnaire, qui était un truc qui était une réaction d'ailleurs aux managers professionnels. Pour faire court, la valeur d'actionnaire, ça crée des gens pour éviter les François Dalle, Antoine Riboud, Gilbert Trigano, etc., qui étaient des managers professionnels qui n'avaient pas une once de leur boîte, mais qui en fait étaient leur boîte. Bon, et du coup, après, tac, on passe dans le machin avec des CEO qui restent 3 ans, qui gagnent beaucoup plus que ces gens-là, etc. Il y a le balancier de retour en ce moment, pour être tout à fait honnête. Et donc, on va sortir de cette logique-là. Vous savez pourquoi la plupart des entreprises ont envie de devenir des entreprises à mission? Je vais vous dire, c'est pour se protéger des raideurs financiers. C'est parce que les nombres de critères qu'il va falloir mettre en œuvre pour devenir une entreprise à mission va éloigner totalement le type qui veut venir gagner 15% de plus de retour sur l'action chaque année. C'est ça. Et donc, certes, de toute façon, c'est un mouvement. Laurent, c'est exactement la réponse qu'a faite quand j'ai posé la question à Demurger, tu sais, le patron de la Maïf. Quand je lui ai dit pourquoi voulez-vous devenir entreprise à mission, c'est évidemment pour se protéger d'une certaine façon des actionnaires. Voilà. Tout à fait. Oui. Sophie, tu veux. Alors, c'est pas que ça, hein. Il y a une vraie valeur, mais voilà. Sophie, tu veux intervenir? Question centrale également. Pensez-vous que l'industrie va être réintroduite en France? Patrick. Réintroduite, ça me fait peur, parce qu'on oublie quand même que nous avons quand même quelques 40 000 collaborateurs qui travaillent en France, dont beaucoup en usine. Donc, réintroduite, ça me fait peur. Non, je pense qu'il faut revenir vers un courant d'industrialisation beaucoup plus raisonné. Et je pense qu'on a vu que le problème des filières qui se sont mondialisées aujourd'hui pose problème, avec des ruptures qui sont arrivées dans plein d'industries essentielles. Après, je pense que ce qui est difficile, c'est qu'il faut alors, je vais être un petit peu polémique, c'est que l'industrie a été abandonnée depuis un certain nombre d'années par nos politiques qui considéraient que c'était ça le polluant et qu'il fallait mettre l'industrie le plus loin possible. Et donc, ce n'était pas un problème. De toute façon, la délocalisation est une fatalité. Et là, on s'aperçoit que c'est tout le contraire. Donc, bon, la fameuse usine de masques en Bretagne qui a fermé et qu'on se dépêche de rouvrir est un bon exemple. Donc, nous, on a des sujets dans l'industrie automobile qui sont des sujets effectivement de compétitivité aussi. Il faut que, quelque part, on arrive à remettre de la valeur dans l'industriel et de le faire de façon beaucoup plus raisonnée, en filière, et travailler de façon intelligente. Et on voit bien que c'est par filière que le travail doit être fait. Hein. La pharma, l'automobile, l'aéronautique, il faut vraiment raisonner par filière. Et je pense qu'il ne faut pas avoir un raisonnement uniquement franco-français, il faut avoir un vrai raisonnement européen. Et c'est là où on peut redonner à l'Europe une place intéressante si on raisonne au niveau européen pour créer des vrais champions qui peuvent s'affronter sur les marchés internationaux avec, je dirais, des moyens de pouvoir passer les crises. Alors, toujours dans le chat qui est très riche, on voit des questions sur l'engagement. Alors, il y a une personne qui dit « Comment voyez-vous l'impact de la crise sur l'engagement ?» et puis il mentionne la Gen Z. Alors, quelqu'un d'autre a dit « Mais il n'y a pas que la Gen Z, hein, la Gen Z. » Et donc, la question, c'est qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, notamment pour une remarque, pour une population qui a plus de défiance, les jeunes, les très jeunes.
Et surtout, ça concerne vous deux, mais en particulier Mazars, qui a beaucoup de cette population. Oui. Oui. Alors, en fait, nous, bon, si je vais faire une réponse courte, ça mériterait un peu plus de temps, mais pour faire simple, bon, d'abord, Mazars, c'est effectivement 28 ans de moyenne d'âge. Donc, vous imaginez que maintenant, tous les jeunes qu'on recrute à la sortie d'école, c'est tous des Gen Z. Donc, à ce stade, c'est toujours que 15% de notre population, quand les Y sont quand même beaucoup plus proches de 70% de cette population. Ouais. Nous, ce qu'on a constaté dans les études internes, hein, donc je dis bien que ça concerne que des gens de Mazars. Je suis pas en train de faire un commentaire sur la Gen Z en général. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que pour faire simple, les Y sont défiants, mais veulent travailler dans l'entreprise pour la changer. Les Z sont je m'en foutiste et veulent travailler dans l'entreprise pour la consommer. Ça a une conséquence majeure, c'est que les 15 prochaines années, vous emmerdez pas trop avec la Gen Z parce qu'elle veut pas être au pouvoir, elle ne le sera pas de toute façon. Parce que par contre, vous avez la génération d'avant qui, elle, veut le pouvoir et va l'exercer. Donc, les 15 ans qui viennent, chez Mazars, en tous les cas, on le sait, c'est la génération Y qui dirige la génération Z. Et la question que ça pose, c'est est-ce qu'on a préparé nos Y à être des leaders? Et là, ils vous disent, attendez, vous ne nous filez pas vos codes d'avant. Nous, on veut inventer nos codes de maintenant. Donc voilà, le sujet, la Gen Z, encore une fois, c'est plus facile de gérer des consommateurs que de gérer des gens qui veulent devenir leaders. Moi, je pense que le vrai sujet, on a trop vite zappé de la génération Y à la génération Z. Notre réalité, en particulier pour des vieux comme moi qui ont plus 150 ans de vie exécutive devant eux, ça va être justement au contraire la qualité de leadership chez les Y. D'accord. Accessoirement, je suis plutôt optimiste. D'accord. Patrick? Moi, j'ai un point de vue qui est assez complémentaire à celui de Laurent, puisque Renault est une entreprise dans laquelle les gens restent longtemps et leur intention de rester dans l'entreprise est encore très forte. On vient de voir dans les derniers résultats de l'enquête d'engagement. Et c'est une entreprise dans laquelle on se construit finalement dans la durée. Donc, on voit bien que quelque part, ce qu'il faut créer, c'est vraiment une dynamique collective et un sentiment d'appartenance qui permet justement de travailler sur l'intergénérationnel et la place de chaque génération dans une organisation. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est important d'organiser aussi la transmission des savoirs, le partage des savoirs et de le faire de façon beaucoup plus fluide. Et c'est probablement un des gros bénéfices de cette crise, c'est que les jeunes qui rentrent dans nos organisations ont beaucoup à nous apporter, énormément, et on le voit bien dans des circonstances actuelles, mais on a aussi sacrément besoin de l'expérience de ceux qui ont vécu les crises précédentes. Et là, on le voit bien. Quand on a des gens aux manettes qui ont vécu des crises, il n'y a aucun mouvement de panique. Ceux qui les démarquent, ils ne connaissent pas. Donc, ils s'appuient justement sur l'expérience de ceux qui ont plus, je dirais, de background pour les aider. Et en même temps, ils ont une réactivité qui est fantastique. Les nouveaux arrivants, ils sont capables de s'adapter à des circonstances très vite. Donc, il faut jouer sur la complémentarité des générations plutôt que chercher à les opposer. Et c'est ça qui fait le ciment collectif. Et c'est le gros travail d'une organisation. Alors, Dominique parlait tout à l'heure de raison d'être. Si on partage une raison d'être, il faut que cette raison d'être, elle ait du sens pour toutes les générations. Et on ne peut pas parler qu'au Y, au Z ou au X. Ce n'est pas possible. Donc, c'est compliqué, mais c'est un travail qu'il faut faire. Et je pense que nos dirigeants là-dessus ont conscience que c'est un travail difficile. OK. Sophie, une dernière question. Oui, dans le cadre des préparatifs, Patrick, vous nous disiez fermer les usines en termes de réouverture, c'est une chose. Mais en termes de recrutement, beaucoup de difficultés à recruter, évidemment, dans le contexte actuel. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que comme on a arrêté certaines activités dans certains pays, quand on redémarre, il faut recruter des gens, donc il faut les former et les intégrer, en respectant les gestes barrières, en les mettant finalement dans des situations où ils se projettent dans un environnement de travail qui est très différent de celui qu'ils auraient pu imaginer, parce que vous imaginez, c'est des nouveaux, donc ils découvrent des gens qui portent des masques, il faut respecter un protocole sanitaire très strict, etc. Bon, globalement, ça se passe bien, mais c'est vrai que c'est un peu surréaliste. On accueille aussi des collaborateurs nouveaux à distance, donc c'est un peu bizarre de faire tout le processus d'onboarding à distance, mais ça marche aussi. Ça nécessite aussi de la part des managers et des équipes qui accueillent beaucoup plus d'interactions one-to-one, mais c'est une expérience qu'on est en train de vivre. C'est très paradoxal, mais en même temps très intéressant, parce que par exemple, tout ce qu'on avait fait sur l'onboarding digital, par exemple, ça marche hyper bien et les gens sont super contents de trouver ça disponible dans l'entreprise aujourd'hui. Et en même temps, du coup, on fait des plus petites cohortes dans les sites quand on recrute et du coup, ça crée une vraie dynamique de groupe qui est très positive. Donc, il y a aussi des effets positifs de cette situation un peu unique. Bien. Mais écoutez, je crois que nous sommes arrivés au terme de l'heure. On a même dépassé l'horaire un tout petit peu.
En tout cas, c'était des échanges, ce sont des échanges très, très intéressants. Je suis désolé d'avoir loupé le début pour des raisons techniques, mais en tout cas, bravo pour toute la suite. Ça a tenu pendant 1 heure. Dominique, un dernier mot peut-être? Non, pour remercier les intervenants et pour dire à tout le monde que même si la crise s'arrête, l'incertitude continue, donc on va devoir inventer plein de choses ensemble. Et ça, c'est quand même super intéressant. Et pour beaucoup, lundi, on peut aller chez le coiffeur. C'est quand même très important. Il y en a. C'est un problème. Oui, c'est moins un problème pour certains. Voilà. Merci. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. Au beaucoup. revoir. Et merci Patrick, Merci merci Dominique et Charles-Henri et Sophie. Merci.